Bienvenue à tous au 3e épisode de Joseph, le podcast du Centre Jean Gol. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Mohamed Sifaoui. Mohamed Sifaoui, merci d'avoir accepté cet entretien. Merci à vous. Je vous présente brièvement. Vous êtes un homme de combat, vous êtes un homme courageux. Vous êtes diplômé en sciences politiques, vous êtes né en Algérie. Vous vous présentez comme un homme de gauche. Ce que vous combattez, c'est l'islamisme. Pas l'islam, mais l'islamisme. Vous avez été éduqué dans une famille musulmane et donc l'islam, vous connaissez, même si vous êtes personnellement athée. L'islam et l'islamisme, c'est deux choses différentes puisque l'islamisme est une idéologie, mais vous allez nous en parler dans quelques minutes. Vous êtes avant tout un journaliste, un enquêteur et un investigateur. J'ai dit que vous étiez un homme courageux, mais vous êtes aussi un homme menacé, puisque depuis quelques décennies, vous vivez sous protection policière. Vous avez en 2002 infiltré une cellule terroriste de Al-Qaïda et vous en avez tiré un documentaire et un film. Depuis, il y a un certain nombre de gens qui aimeraient vous voir disparaître. Vous avez continué à publier de nombreux livres, notamment Taqiya sur les frères musulmans, Les Fossoyeurs de la République, et plus récemment, Coup sur coup, un ouvrage sur le Hamas et un ouvrage sur le Hezbollah. Mais vous avez coutume de dire « le sujet, ce n'est pas moi, mais l'islamisme ». La vraie question, donc, ce n'est pas donc qu'a fait Mohamed Sifaoui pour être menacé comme il l'est aujourd'hui, mais comment se fait-il que dans nos démocraties, un homme qui dénonce de façon sourcée et argumentée un réel danger est-il menacé de mort, alors que les extrémistes et les prêcheurs de haine, généralement, vivent en paix dans nos démocraties. À travers vos publications, vous avez fait depuis plus de 40 ans, près de 40 ans, un double travail, à la fois empirique et théorique. Vous avez d'abord été visiter les pays où prospère l'islamisme, dans les mosquées, d'abord en Algérie, puis au Pakistan, en Afghanistan, au Yémen, en Égypte, en Afrique, etc. Vous l'avez également étudié en Europe. Vous avez découvert des discours avec beaucoup de variantes, mais dont les dénominateurs communs sont la haine, le refus de l'altérité et même le racisme. Parallèlement, vous êtes plongé dans la littérature islamiste. Vous avez lu des dizaines ou des milliers de pages, parfois au péril de votre santé morale. Car c'est une littérature perverse qui amène les gens influençables à détester la démocratie, les droits de l'homme et toutes les valeurs universelles auxquelles nous sommes attachés. Ma première question est donc, qu'est-ce que l'islamisme? Et question subsidiaire, en quoi l'islamisme ne serait-il pas compatible avec la démocratie? D'abord, merci de votre invitation, merci de cette présentation très élogieuse. J'ai essayé autant que faire se peut disons, participer à la conscientisation de nos sociétés en leur donnant des faits objectifs, recueillis sur le terrain, dans divers endroits du monde et à plusieurs périodes. D'abord, pour montrer le continuum idéologique à travers le temps et à travers l'espace. Et ensuite, pour rappeler une chose essentielle, c'est que ce ne sont pas seulement des idées que j'exprime, même si évidemment j'ai des convictions. Vous avez dit que je me décrivais comme un homme de gauche. Je suis surtout quelqu'un qui a été structuré intellectuellement dans des grandes valeurs de gauche, notamment les droits de l'homme, la laïcité, la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté de création. Et donc je suis un libéral avant tout. Et je suis un libéral respectueux des différences. Donc je n'ai absolument rien contre les croyants, fussent-ils musulmans. J'ai au contraire un attachement réel envers tous ceux qui, je dirais, croient qu'il est possible d'être attaché à une culture, à un dogme, à une doctrine, sans jamais considérer que on est détenteur d'une vérité suprême qu'on doit imposer aux autres ou au nom de laquelle on serait amené à menacer les autres. Donc ça, c'est vraiment mon postulat de départ. En quoi l'islamisme est particulier, ou ce qui pourrait être aussi sa définition, c'est une idéologisation de la religion musulmane, c'est une compréhension assez spécieuse, je dirais, de l'islam, pour en faire un projet de société et un projet politique. Et au-delà de ça, un projet de combat politique. L'islamisme, communément appelé aussi islam politique,
d'abord, est un phénomène ou un fléau qui a fait beaucoup de mal au monde musulman. Et ça, je voudrais que les musulmans l'entendent. Statistiquement et historiquement, les premières victimes de l'islam politique sont musulmanes. Et par la suite, lorsque l'islam politique est arrivé par le jeu des flux migratoires, du voyage des idées et des pensées, parce que les pensées et les idées, comme les idéologies, voyagent, nous le savons, d'autant plus qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde globalisé et mondialisé, où tout est accéléré par à la fois des moyens de communication modernes, notamment les réseaux sociaux. Cette installation dans nos démocraties, dans les démocraties européennes, de la pensée islamiste, a fini par menacer nos démocraties, non pas uniquement sur le plan sécuritaire, c'est-à-dire y compris sur le plan idéologique. Et c'est toute la gravité de la situation. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui face à un phénomène, je parle encore une fois de l'islam politique, non pas de l'islam, donc de l'islamisme, c'est un phénomène qui met en péril les acquis démocratiques. Et tout ce que ces acquis démocratiques ont charrié, comme à la fois liberté, mais aussi comme système égalitaire. En termes d'inégalité, il n'y a pas meilleure illustration que celle qui est donnée par le statut de la femme que préconise l'islam politique, par exemple. Mais aussi cette intolérance à l'égard des minorités religieuses ou sexuelles. Nous savons que l'islam politique est fortement antisémite, il est fortement homophobe. Alors, vous avez rappelé que je suis menacé, c'est vrai, je ne suis pas le seul. Je considère que nous sommes tous menacés pour peu que nous mettions sur la place publique nos opinions, nos convictions. Donc nous sommes face à une situation assez cocasse, je dirais, où les ennemis de la liberté jouissent de cette liberté pour nous empêcher de jouir nous-mêmes de cette même liberté. Et cette injustice, d'une certaine façon, m'amène à m'engager et à exprimer de la façon la plus claire. Mais j'essaye toujours d'être le plus juste possible parce qu'il n'est pas évidemment inscrit dans mon programme, ni dans mes projets, d'être ni dans l'outrance, même si je peux donner parfois cette impression. Mais ce n'est pas de la provocation non plus. C'est justement l'affirmation et la réaffirmation de principes auxquels, en tant que démocrate, je tiens fortement. Et je pense, comme tout démocrate, ou plutôt tout démocrate, se doit de rappeler des choses essentielles et de ne pas céder face à ce diktat que d'aucuns, parmi ces islamistes, veulent nous imposer. En fait, la seconde question que je voudrais vous poser, une fois que vous avez maintenant défini l'islamisme, mais pourquoi, pour reprendre le titre d'un de vos ouvrages, l'islamisme séduit-il? Et pourquoi particulièrement les jeunes? L'islamisme séduit parce que d'abord, il s'est imposé dans un espace-temps, dans un contexte politique et géopolitique comme une idéologie alternative. Il séduit d'autant plus depuis la chute du mur de Berlin et depuis la dislocation de l'Union soviétique et du bloc de l'Est. Il séduit d'autant plus depuis le début des années 90, lorsque beaucoup ont pensé en Occident que c'était la fin de l'histoire, que désormais l'Occident ne devait plus s'intéresser aux luttes idéologiques, mais ne penser qu'à la jouissance et que la légèreté de la vie, et que cette vie ne saurait en définitive être résumée que dans le consumérisme et encore une fois dans une certaine superficialité. L'islamisme nous a mis, ou a mis les sociétés démocratiques face à une réelle contradiction, parce que je considère que nos sociétés démocratiques se sont laissées d'une certaine façon dévitaliser, intellectuellement parlant, et qu'elles ont laissé, encore une fois, ce totalitarisme, parce que c'en est un, l'islam politique est un totalitarisme, s'imposer en laissant croire, tout en profitant évidemment de la méconnaissance générale, qu'il ne s'agissait pas d'une idéologie politique, mais de la religion. Et d'ailleurs, ça a provoqué quelque chose de terrible pour le monde musulman, c'est qu'aujourd'hui, l'islamisme provoque le rejet de l'islam. Alors, il ne rend pas service à l'islam ni aux musulmans, puisque beaucoup, je ne parle pas de ceux qui sont dans une démarche raciste ou xénophobe, je parle des Européens de bonne foi, qui, ne connaissant pas ce que représente cette idéologie,
l'amalgame presque de fait avec l'islam et avec les musulmans et finissent par générer, je dirais, un discours de rejet à l'encontre de tous les musulmans. C'est aussi pour rappeler la dangerosité de cette idéologie. Pourquoi la jeunesse? Parce que la jeunesse, par définition, a besoin, je dirais, de pensée révolutionnaire. On sait très bien depuis longtemps que, par exemple, les idéologies d'extrême gauche ont attiré, ou en tout cas séduisé, une grande partie de la jeunesse européenne par cet aspect, je dirais, d'aventure héroïsante qu'elles peuvent proposer ou donner l'impression de proposer. Et de ce point de vue, il est vrai que l'islam politique a fait cette proposition à cette jeunesse qui peut être en manque de repères, pour certaines, à la fois sur un plan identitaire, notamment pour les gens issus des immigrations, et pour les jeunes Européens, l'islamisme a représenté quelque chose, encore une fois, par cet aspect révolutionnaire qui a été attractif parce que, justement, nous sommes probablement dans des sociétés où la jeunesse peut parfois s'ennuyer. Donc, naturellement, j'oublie presque consciemment de mentionner aussi que l'islamisme séduit là où résident les vulnérabilités. Or, il se trouve que dans nos sociétés libérales, on a aussi parfois péché par, je dirais, une certaine irresponsabilité, étant donné qu'on a laissé des écosystèmes se créer, des écosystèmes qui ont profité aux islamistes. Ces écosystèmes sont autant de ghettos, par exemple ethno-religieux. En Belgique, vous avez la désormais tristement célèbre commune, Molenbeek, qui se retrouve de fait, ainsi que sa population, stigmatisée depuis notamment les attentats de Paris et par la suite les attentats de Bruxelles. Mais il est évident que si la population de Molenbeek n'est pas dans sa globalité islamiste à 100%, il n'en demeure pas moins que c'est un écosystème, comme il y en a aussi en France. Cette ghettoisation a profité à l'islamisme parce qu'elle a entretenu un certain nombre de vulnérabilités à la fois sociales, économiques, identitaires, culturelles. Et d'une certaine façon, l'islamisme est venu combler là où les États, je parle de tous les États européens, n'ont pas été suffisamment présents, ou alors ces mêmes États européens, là où ils se sont désengagés. Vous disiez tout à l'heure que la confusion qui est faite, et ce qui est même entretenu par certains entre islam et islamisme, a développé paradoxalement une forme de racisme qui n'existait pas, enfin qui a sans doute existé par le passé, envers l'islam tout court. Mais il y a aussi un autre problème, c'est que souvent les islamistes, quand ils sont critiqués par des arguments raisonnés comme vous le faites là maintenant, disent que leurs contradicteurs sont eux-mêmes des racistes, en fait, quoi. Qu'est-ce que vous répondez à tous les gens qui, par exemple, nous écoutent maintenant et qui se disent « Tiens, mais pourquoi est-ce qu'on critique l'islam alors que c'est l'islamisme qu'on critique ?» et qui pourraient penser que c'est une démarche raciste, le fait de critiquer l'islamisme, en fait. Oui, enfin, c'est totalement idiot comme réponse, et d'ailleurs, c'est la réponse que donnent ceux qui n'ont pas d'argument. Je ne vais pas vous sortir le mauvais argument qui consisterait à dire « Je m'appelle Mohamed, je suis né dans une culture musulmane, donc je ne suis pas raciste ». Non, d'abord, je ne suis pas raciste, ça je le sais, et mon discours ne l'est pas non plus. Je préfère stigmatiser plutôt l'attitude de certains courants et partis de gauche, en tout cas se réclamant de la gauche. Comment peut-on, d'un côté, se dire défenseur des musulmans et s'allier politiquement, idéologiquement avec les fossoyeurs des sociétés musulmanes, puisque, j'ai commencé par dire ça, l'islam politique, ses premières victimes, historiquement et statistiquement, ce sont des musulmans. D'une part, et d'autre part, observez cette anomalie. À chaque fois, que ce soit en France ou en Belgique, lorsque des gens comme moi, ou même des gens comme vous au sein je dirais, de votre institut, ou alors un parti politique que vous connaissez bien, le mouvement réformateur belge, critique par exemple l'islam politique. Il ne critique pas les musulmans, il critique l'islam politique. Donc ça devrait protéger au contraire les musulmans. Ceux-là même qui vous disent ne faites pas d'amalgame, ce sont eux qui font l'amalgame, puisque lorsque les uns et les autres critiquons les islamistes, ces mêmes courants de gauche viennent dénoncer nos critiques
en faisant croire que cela cible les musulmans. Mais donc, cela veut dire que dans leur esprit, un islamiste et le musulman, c'est pareil. Quand vous allez au fond des choses, vous allez vous rendre compte que la lecture que font les milieux d'extrême gauche, dits islamo-gauchistes aujourd'hui, et les milieux d'extrême droite est identique. Les deux font la même lecture. Ils ne font absolument aucun distinguo entre les musulmans et les islamistes. D'autre part, les milieux de gauche, dont je parle, ont touché je dirais, à un sacro-saint principe qui est celui de la liberté d'expression. Il est de coutume, dans nos pays démocratiques, encore une fois, de critiquer les dogmes, les philosophies, les religions, les croyances, etc. Cela relève de la liberté d'expression. Ce qui est sanctuarisé, c'est la dignité du croyant qu'on ne peut pas attaquer dans son altérité. Mais en revanche, les pensées, donc les religions, ont toujours été critiquées. Rappelez-vous des psychodrames et des polémiques qu'on a eues sur la question des caricatures du prophète, etc. Je suis dans un pays, la Belgique, qui a une grande tradition satiriste. Nous le savons, la bande dessinée, la caricature, etc., la plaisanterie, la moquerie, la blague, ça fait partie de la culture locale. Regardez comment on est arrivé à une situation où d'aucuns peuvent, dans cette approche satirique, critiquer l'Église catholique, voire les protestants, critiquer les rabbins, ou voire les caricaturer, ce que je distingue évidemment de la caricature antisémite. Et dès que quelque chose qui a trait, même pas à l'islam, même si on devait demain caricaturer un islamiste terroriste avec sa Kalachnikov, vous trouverez toujours des gens qui vous diraient que c'est une caricature raciste. Donc, ce qui s'est passé avec notamment les caricatures, plusieurs des caricatures de Charlie Hebdo en France, je me souviens encore de certaines réactions que nous avons eues à constater, aussi bien en Belgique qu'en France, toujours dans les mêmes milieux, écolos chez les écolos en Belgique ou chez aujourd'hui la France insoumise en France. Donc c'est toujours curieux d'avoir à constater ces attitudes plus qu'anormales, étant donné que des gens qui se réclament de la gauche et qui devraient normalement être profondément attachés à la liberté d'expression et à la liberté de faire de la satire, se mettent en vérité dans la position des censeurs uniquement lorsque la critique concerne l'islam ou encore une fois l'islamisme. Parce que je rappelle qu'autant on a évidemment le droit de critiquer une pensée politique, une idéologie comme l'islamisme, on a même le droit dans nos démocraties de critiquer les religions, donc y compris l'islam peut être critiqué, examiné et je dirais interrogé avec la distance nécessaire que peut apporter un intellectuel, un observateur, un historien ou autre. Or cette parole-là, on veut la brimer. En fait, quand on regarde un peu les pays islamistes vus d'ici, la plupart des gens ont parfois une illusion rétrospective en se disant ça a toujours été comme ça. Or, ce qui est intéressant dans ce que vous écrivez, c'est que vous dites que vous avez connu dans votre jeunesse une Algérie où les femmes allaient se baigner sur les plages en bikini, c'était la même chose au Maroc, en Tunisie, etc. Et quand vous faites le parallèle avec ce que vous avez vécu à l'époque et ce que vous observez chez nous ici, vous vous dites qu'effectivement qu'il y a le même processus qui est à l'œuvre en fait. Il y a un processus de réislamisation, c'est ainsi qu'il est appelé, c'est-à-dire que un peu comme dans le monde de l'informatique, on tente de reformater les disques durs culturels et identitaires des communautés musulmanes là où elles se trouvent. C'est véritablement l'action qui est menée par la mouvance islamiste au sens large et principalement par les frères musulmans. Cette volonté de réislamiser la société vise à introduire dans les communautés musulmanes de nouveaux codes, de nouvelles coutumes, de nouveaux narratifs, de nouveaux phrasés, etc., afin de construire une nouvelle société, voire dans le cas où ces communautés se trouveraient dans des sociétés non musulmanes, des contre-sociétés ou des sociétés à l'intérieur de la société. Ce qui est très grave parce que c'est quand même quelque chose qui peut être un prélude à la fragmentation de la société ou des sociétés modernes. En tout cas, ça touche terriblement à leur cohésion. Bien sûr que j'ai connu l'Algérie des années 70,
Mais je sais aussi que c'était l'Algérie des années 60, des années 70, donc nous sommes après l'indépendance, jusqu'aux années 80, où les femmes n'étaient pas voilées, elles allaient se baigner en maillot de bain, et elles vivaient de façon plus normale. Mais encore faut-il se rappeler que pendant cette période, ceux qui croyaient, ceux qui pratiquaient étaient totalement libres de le faire, et ceux qui ne croyaient pas, ou qui croyaient qu'ils n'avaient pas forcément envie de pratiquer, étaient aussi libres de le faire. Et en vérité, c'est cet équilibre qui a été touché à travers des apprentis sorciers dont l'objectif est d'homogénéiser, d'uniformiser la société. C'est ça le sujet. Encore une fois, moi je suis, en tant que démocrate, je suis très attaché à la liberté de conscience. La liberté de conscience, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Alors aujourd'hui, autant la liberté de croire est toujours sacrée et consacrée, autant la liberté de ne pas croire est mise en péril. Et c'est ce que je dénonce pour ma part, parce que je l'observe en tout cas, lorsque des gens issus de la culture musulmane osent clamer leur athéisme, c'est immédiatement un psychodrame, ce sont des menaces, c'est une diabolisation de la personne avec toutes les conséquences possibles et imaginables, y compris dans des sociétés ouvertes, c'est-à-dire dans des sociétés démocratiques européennes. C'est ce qui est dramatique. Et alors, vous savez, je prends souvent l'exemple de l'histoire de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Je ne sais pas si vous la connaissez. Oui. L'histoire de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite, si les auditeurs ne la connaissent pas, je vais la résumer. Vous mettez une grenouille dans une eau chaude, elle va faire un coup de patte et sortir immédiatement. En revanche, si vous mettez une grenouille dans de l'eau froide, dans une casserole, ensuite vous la mettez sur le feu et vous mettez à bouillir ce feu, à un moment donné, la grenouille va sentir que l'eau plutôt est en train de tiédir, et c'est plutôt agréable. Et à un moment donné, l'eau commence à frémir, la grenouille va sentir que ça commence à être désagréable. Mais comme la chaleur engourdit ses membres, au moment où elle trouve que l'eau commence vraiment à devenir chaude et qu'elle devient désagréable et qu'elle veut faire ce coup de patte pour sortir, elle n'est plus capable. Et elle finit par cuire. Et en vérité, c'est ce qui résume l'avancée à bas bruit de l'islam politique. On a laissé passer, je dirais, des petits changements qui nous paraissaient anodins et qui nous donnaient ou pouvaient donner l'impression à ceux qui méconnaissent la réalité de cette idéologie que c'était secondaire. Et en vérité, non, ce n'est pas secondaire. C'est la raison pour laquelle il faut être attentif à chaque changement dans les comportements et être surtout attentif à ce que le projet de société d'une société démocratique ne soit pas mis en péril par des revendications particulières qui n'ont absolument rien à voir avec ce projet de société. En fait, quand on lit vos livres, on se rend compte que l'islamisme n'est pas un bloc monolithique, hein. Il y a énormément de tendances différentes et vous parliez tout à l'heure effectivement des frères musulmans. Dans cet ouvrage très intéressant que je recommande à tout le monde, à Taqiyya, vous expliquez effectivement qu'une des différences importantes entre les frères musulmans et par exemple le courant salafiste, c'est la manière de procéder, c'est la stratégie. Et vous citez notamment un de ces anciens, je dis ancien parce qu'il est assez discrédité aujourd'hui, représentants, qui était Tariq Ramadan. Il disait, mais incorporez-vous, intégrez-vous, mais avec vos valeurs, en fait. Et donc, vous comparez effectivement cette stratégie à un peu, enfin, c'est une métaphore très forte que vous faites, à une sorte de ver qui est dans le fruit et qui, une fois qu'il est dans les entrailles du fruit, si je peux dire, commence à le pourrir, à l'amener amène toutes ces bactéries, etc. Et donc, c'est un petit peu ça, ce phénomène de l'entrisme dans les partis politiques, dans les associations. Vous observez ça, en fait, ici en Europe ? Les islamistes ont toujours préconisé une politique des petits pas, comme on dit. Mais pour décomplexer tout le monde, moi j'invite tout un chacun à relire ou à lire l'avancée islamiste dans les pays musulmans. Ça permettrait à tout un chacun d'être un peu plus tranquille, parce qu'on connaît le type de psychodrame et de polémique qu'il y a. Ça part souvent d'une bonne intention, évidemment que lorsqu'on est dans des luttes attachées aux luttes antiracistes qui sont essentielles, on peut croire que tout ceci intégrerait justement des combats antiracistes. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, on est face à un mouvement totalitaire, l'islamisme, qui tente d'utiliser
les faiblesses que peut offrir de façon naturelle, parce que c'est une société libérale, libre, ouverte, une société démocratique. Et donc arriver par une politique des petits pas, à bas bruit, à avancer et à imposer un mode de vie qui est contraire, encore une fois, au projet initial, en l'occurrence au projet démocratique. Dans les sociétés musulmanes, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que pendant des années, dans toutes ces sociétés, sur lesquelles il m'est arrivé de travailler, en Tunisie, en Algérie, en Égypte, en Afghanistan, l'islamisme a avancé doucement. D'abord à travers l'éducation, c'est pour ça qu'ils investissent énormément l'école, en investissant les corps de la jeunesse, les corps sociaux autour de la jeunesse, donc le sport. C'est pour ça que les islamistes sont très présents dans les associations sportives, en investissant également l'université, en investissant le champ médiatique et le champ de la communication, parce que ça permet d'installer des narratifs et de, je dirais, banaliser certains comportements, voire les rendre chics, comme le port du voile islamiste, par exemple. D'ailleurs, vous remarquerez, je ne dis pas le port du voile islamique, moi je parle de voile islamiste, parce que le voile est islamiste, ce n'est pas une obligation religieuse pour les femmes, quoi que puissent en dire tous les idéologues, donc on pourrait en passer des heures là-dessus. Donc je le dis oui de façon tranchée, parce que de grands érudits, à commencer par un ancien guide d'El-Azhar, Mohamed Abdou, qui n'est pas n'importe quel intellectuel musulman, avait clairement dit que le voile n'était pas une obligation religieuse, mais passons, ils ont su, d'une certaine façon, imposer à la fois leur narratif, leur agenda, leur tempo, parce que nous sommes dans des sociétés permissives, encore une fois, ouvertes. Mais ils avaient réussi à faire exactement la même chose, y compris dans des dictatures nationalistes. Donc, leur capacité d'entrisme est extrêmement importante. Parce que, justement, ils instrumentalisent la sacralité de la chose religieuse pour faire en sorte à ce que la personne qui vient avec des nouveaux comportements, de nouvelles habitudes, donne l'impression que c'est une personne qui est en train d'accomplir des rites religieux ou je dirais, d'exhiber des codes vestimentaires à connotation religieuse, alors qu'il n'en est rien en vérité. Et vous-même, en fait, quel est votre rapport à la religion? Comment est-ce que votre héritage culturel et familial a-t-il pu influencer votre regard sur la religion et la société? Vous aviez dit à un moment donné que ce qu'il fallait respecter avant tout, c'était le citoyen et pas nécessairement sa religion, en fait. Oui, mais parce que moi j'ai grandi dans un milieu et dans un environnement, au-delà du milieu familial, dans un environnement où cohabiter de façon pacifique et sans aucun problème. La religion n'était même pas un sujet à l'époque. Ceux qui croyaient comme ceux qui ne croyaient pas, et ceux qui pratiquaient les rites religieux et ceux qui ne les pratiquaient pas. Il n'y avait absolument aucun problème sur ces sujets-là. Le problème est intervenu, la société s'est divisée, je parle en Algérie, à cause de l'intrusion islamiste dans le champ de la société. Et d'ailleurs, ça s'est terminé avec une guerre civile. Et cette guerre civile, d'une certaine façon, a fini, certes, par permettre je dirais, d'écraser les mouvements djihadistes. Mais culturellement, c'est le mouvement islamiste qui a gagné. C'est le mouvement islamiste qui a gagné parce que, y compris pendant la guerre civile, le régime, qui en plus n'est pas démocratique, a fait beaucoup de concessions aux islamistes, et il a fini par accepter un certain nombre de comportements qui étaient inacceptables. Alors, pour ma part, évidemment que cette période m'a nourri, mais ce n'est pas la seule période, parce que ce que j'ai vu par la suite au Pakistan et en Afghanistan, ce que j'ai vu surtout, ce que je vois depuis maintenant 25 ans en Europe, d'abord en France, mais aussi dans la plupart des pays européens où j'ai eu à réaliser des enquêtes, c'est quasiment à quelques nuances près les mêmes histoires qui se reproduisent à chaque fois. Donc à un moment donné, je pense que les responsables politiques doivent prendre véritablement le poids de cet enjeu, de ce défi qui est lancé à nos démocraties, et agir à la fois avec courage et avec force, pour répondre à ces défis avec les armes de la démocratie et des États de droit, ce qui est totalement possible. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons
des responsables politiques, nous avons des universitaires, nous avons des élus, nous avons des personnalités publiques qui ont trahi et qui trahissent au quotidien les valeurs dont ils se réclament. Pour moi, c'est valable beaucoup en Belgique, c'est valable aussi en France. Des gens qui se réclament d'un certain nombre de valeurs ne sont en vérité ni démocrates, ni laïcs, ni progressistes, ni attachés aux droits de l'homme, ni féministes, ni rien du tout. Parce que sinon, on aurait eu en tout cas moins de polémiques et une unanimité pour dire d'abord deux choses essentielles. Qu'on arrête d'essentialiser les musulmans, c'est-à-dire le groupe dit musulman n'est pas un groupe homogène et monolithique, et qu'on arrête surtout le relativisme culturel. En d'autres termes, la femme musulmane a les mêmes aspirations que n'importe quelle autre femme. Penser ou laisser croire qu'une femme qui accepte l'infériorisation de son être et l'atteinte à sa dignité à travers un accoutrement qui diabolise de fait son corps, et en gros que d'un côté les luttes féministes universalistes ne concerneraient que la femme européenne et que la femme musulmane, elle, devrait rester confinée dans le Moyen-Âge, c'est ça le vrai racisme. Moi, je suis plutôt un humaniste universaliste. Voyez-vous, c'est que je crois profondément que vous et moi, nous sommes pareils en humanité, que nous pouvons avoir des divergences dans nos parcours, ou même pas des divergences, des différences plutôt dans nos parcours culturels, mais que notre humanité doit nous amener à nous rencontrer, à nous apprécier, à échanger et surtout à vivre pacifiquement en nous respectant mutuellement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, par souvent calcul politique, par cynisme électoraliste, finissent par jouer à l'abrutissement d'une partie de la population pour la laisser je dirais encore une fois, confinés dans la misère intellectuelle, économique, sociale, dans des ghettos spécifiques d'où ils espèrent tirer un bénéfice à court terme pour eux, y compris en mettant en péril parfois le devenir de la nation. Oui, vous expliquez assez bien dans vos ouvrages qu'il y a une responsabilité écrasante d'un certain nombre de leaders politiques, à la fois par méconnaissance, par lâcheté, probablement aussi par électoralisme, et que ça a permis de laisser se constituer toute une série de ghettos. Enfin, je pense ici à Molenbeek, à quelques kilomètres d'ici, ou dans certaines banlieues en France, autour de Paris, etc. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait prendre comme mesure pour inverser cette logique, en fait, cette dynamique ? Je crois, alors c'est très je dirais volontariste, hein, parce que oui, le ver est dans le fruit, parce que des années de laxisme ont fini par créer des situations qui peuvent paraître inextricables, mais l'une des premières mesures, c'est de casser les ghettos ethno-religieux, y compris physiquement. Parce qu'en cassant les ghettos ethno-religieux, à travers un plan Marshall, qui permettrait la construction, y compris de nouveaux quartiers, de nouvelles communes, différentes en tout cas, de répartir le logement social de façon beaucoup plus logique, que ce soit représentatif de la présence musulmane dans un pays, dans un pays donné. C'est-à-dire qu'il est anormal que si la présence musulmane en Belgique, c'est, je dis n'importe quoi, 10%, que sur une commune particulière, ça soit 90%. C'est là où vous créez les concentrations et les ghettos qui vont permettre de donner naissance à des écosystèmes qui peuvent profiter aux islamistes. Mais pas seulement aux islamistes, à la délinquance, au mal-être, etc. Et donc, l'une des premières mesures, à mon sens, c'est de véritablement prendre le taureau par les cornes et changer cet état de choses. Mais avant ça, encore faut-il qu'il y ait un début de consensus sur le constat. Notre drame aujourd'hui, c'est qu'il y a une divergence profonde sur le constat. La question est simple. Est-ce que l'islam politique est un danger pour la démocratie ? Pour ma part, je considère que oui, l'islamisme est un danger pour nos démocraties. Pas l'islam, encore une fois, l'islamisme est un danger pour nos démocraties. Est-ce qu'on peut avoir un consensus sur ça ? D'autant plus que les preuves sont largement présentes et que ce que j'affirme là est largement documenté. La deuxième chose, est-ce qu'il faut s'appuyer aussi sur les musulmans progressistes, sur les musulmanes émancipés, féministes, pour régler, je dirais, ce problème. Bien sûr, donc il ne s'agit pas d'exclure qui que ce soit. Encore une fois, je trouve anormal que la capitale de l'Europe, Bruxelles, devienne à la fois, serait sur le plan symbolique, la capitale de l'islamisme, mais aussi presque aussi par continuité la capitale de l'antisémitisme européen. Parce qu'on en est là.
peut-être qu'on en parlera ou pas, je ne sais pas si nous aurons le temps, mais la crise au Moyen-Orient et ses conséquences en Europe, on le voit depuis maintenant le 7 octobre 2023, à quel point on arrive à laisser libre cours en Belgique, mais aussi ailleurs en Europe, à cette expression antisémite complètement décomplexée. Il ne s'agit pas de soutien aux Palestiniens, parce que ça serait faire injure aux Palestiniens que de dire qu'en définitive, ils seraient à 100% antisémites. Là aussi, on rentre, ceux qui prétendent les défendre intègrent eux-mêmes une logique qui amalgame à la fois le propos haineux et détestable qui est le leur avec une réalité sociologique et politique. Donc, d'une certaine façon, toutes ces fièvres antisémites qu'on observe et qui sont la continuité, encore une fois, de tout ce que j'ai exprimé depuis tout à l'heure, c'est-à-dire la montée de l'islamisme, c'est-à-dire la connivence qu'il y a entre certains pays, certains partis de la gauche belge, mais aussi européenne, et l'islamisme, tout ça a donné lieu aujourd'hui à cette expression détestable que l'on observe depuis déjà quelques années, mais qui s'est révélée encore avec force davantage après le 7 octobre. Tout à fait. Vous parliez là tout de suite de Gaza. Le Hamas qui sévit aujourd'hui à Gaza, c'est quelque chose qui, selon vous, doit être éradiqué. Est-ce que, selon vous, est-ce qu'Israël, malgré toutes les critiques qu'on peut adresser à ce pays, est-ce qu'il ne fait pas un peu quand même le sale boulot de nos démocraties? Et puis une sous-question, il y a un proverbe hébraïque qui dit « Ne deviens pas aussi monstrueux que le monstre que tu combats ». Est-ce que, selon vous, combattre efficacement le terrorisme, est-ce que ça ne signifie pas nécessairement perdre parfois pour les démocraties quelques plumes, en fait? Alors, d'abord, que les choses soient claires, Israël est un État qui est critiquable comme tous les États. Et d'ailleurs, c'est un État qui accepte la critique et qu'on peut critiquer sans trop risquer quoi que ce soit, parce que c'est une démocratie. On risque beaucoup davantage en critiquant le Hamas. Ça, je peux vous le confirmer. Mais outre le fait qu'on peut critiquer évidemment les dérives extrêmes droitières de certains responsables politiques ou de la vie politique israélienne, le fait de critiquer des expressions ou des sorties médiatiques qui trahissent à la fois et le sionisme et le judaïsme, incontestablement, et tout ce qui constitue l'âme de l'État d'Israël. Mais bien sûr qu'on peut le critiquer. Mais on a quand même deux choses à souligner. D'abord, Israël est objectivement le seul pays au monde, me semble-t-il, qui se bat pour son existence. Pas pour gagner une guerre ou pour je dirais, un territoire. Non, pour son existence. C'est-à-dire que si Israël perd la guerre, Israël disparaît. Il y a très peu de pays dans cette situation. Donc il y a la notion de guerre existentielle. Le second point, c'est que c'est, me semble-t-il, le seul conflit qui suscite autant de diabolisation d'une des deux parties. On a véritablement des régimes ou des États véritablement génocidaires. Parce que je tiens à souligner, quoi qu'on puisse en penser, quoi qu'on puisse en dire, qu'il n'y a pas de génocide à Gaza. Alors je sais qu'en disant ça, il peut y avoir un tollé, mais je le dis, je le répète, qu'il n'y a pas un génocide à Gaza. Qu'il y a une guerre qui est menée parce que les Israéliens étaient obligés de la mener contre un groupe terroriste, voire plusieurs groupes terroristes qui ont mené notamment le 7 octobre. Le Hamas, le Djihad islamique, le FPLP, le FDLP et beaucoup d'autres. Il y a une douzaine de groupes terroristes qui ont réalisé le 7 octobre. Donc, contre ces organisations terroristes, il n'y avait pas une solution autre que de mener une guerre. Pourquoi? Parce que le djihadisme et l'islam politique, par définition, lorsqu'il passe à sa phase violente, c'est aussi une guerre de nihilisme qu'il lance. C'était une guerre d'extermination. Donc face à un totalitarisme, on sait que ça ne finit jamais autour d'une table de négociation. Et on voit d'ailleurs la difficulté avec laquelle sont confrontés à la fois les Israéliens, mais aussi tous les partenaires américains et les intermédiaires comme l'Égypte ou autres, à faire entendre raison aux terroristes du Hamas. Parce que justement, il y a ce caractère jusqu'au boutiste qui donne à cette guerre un aspect particulier. Est-ce que ce serait abusif de dire que
le Hamas, qui est censé veiller quand même à la société, ou en tout cas à la sécurité de la société gazaoui, n'a absolument rien à faire de la vie des Gazaouis et des civils gazaouis. D'ailleurs, regardez la différence sur le plan culturel. Les abris en Israël sont construits et érigés pour la population civile. Les abris ou les tunnels en Israël, c'est pour les terroristes du Hamas et pour leurs alliés, et pour y cacher évidemment les munitions et les otages. Donc, nous avons deux approches culturelles. Vous avez d'un côté une société israélienne qui vous dit « Moi, si demain le Hamas, qui est une organisation terroriste, dépose les armes, la guerre s'arrête. » Et d'un autre côté, vous avez évidemment le Hamas qui dit « Si Israël dépose les armes, Israël n'existe plus. » Donc cette réalité-là, avec beaucoup de malhonnêteté intellectuelle, beaucoup de commentateurs ne veulent pas la voir et refusent complètement de la voir. Parce que je crois qu'il y a la résurgence d'un vieil antisémitisme européen qui s'est amalgamé avec un antisémitisme islamiste. Et d'une certaine façon, beaucoup de personnes trouvent leur compte, idéologiquement parlant, dans cette guerre qui finit par alimenter des gens qui pensent quelque chose et qui parfois n'ont pas, parce que la loi interdit l'antisémitisme ou parce que les contextes ne s'y prêtent pas, ça leur donne des possibilités d'exprimer toute la haine du juif qu'il y a en eux. J'en donne pour preuve, c'est que entre deux guerres, il y en a eu plusieurs entre tous ces gens qui se disent investis pour la cause palestinienne, etc. Que font-ils dans des moments d'accalmie pour favoriser les conditions de la paix? Je vais vous répondre. Rien. Rien. Entre deux moments d'accalmie, ce qu'on peut documenter, ce sont des dons pour des organisations terroristes, c'est-à-dire généralement pour le Hamas. Toutes les organisations qui ramassent de l'argent pour ce qui est appelé les Palestiniens, ça atterrit dans les caisses des organisations terroristes, c'est-à-dire préparer la guerre parce que beaucoup, même si je n'écarte pas le fait que certains, je dirais de bonne foi, soutiennent ce qui est appelé communément la cause palestinienne, mais beaucoup, ceux qui sont dans le cœur du mouvement, les meneurs, eux, sont plutôt nourris par d'autres considérations. Plus la haine du juif que l'amour du palestinien. On a encore le temps, quelques minutes pour une toute dernière question. Vous venez de publier un autre ouvrage très intéressant sur le Hezbollah. Et à travers donc cette milice et toute l'histoire que vous retracez, un petit peu comme vous l'aviez fait pour le Hamas, vous parlez de beaucoup de choses, vous parlez de plusieurs pays, le Liban, la Syrie et surtout évidemment l'Iran. Et vous dites que d'une certaine façon, le Hamas a mué. Ça c'était dans votre livre précédent, et que c'est devenu une sorte, c'est plus la même association qu'avait créé le Cheikh Yassine, etc. C'est devenu un proxy de l'Iran. Alors est-ce que vous pensez que tous les problèmes qu'on a évidemment aujourd'hui, surtout par tous les pays qui ont voulu évidemment annuler ces accords d'Abraham parce qu'ils y voyaient une menace, est-ce que le principal problème, ce ne serait pas quand même l'Iran? Et est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une solution autre qu'un coup d'État ou un renversement ou un effondrement? Parce qu'on en parle déjà depuis des décennies, mais il n'y a pas grand-chose qui a l'air de se produire en fait. Vous avez raison, le régime iranien est un galvanisateur de tous les mouvements islamistes terroristes présents au Moyen-Orient, en tout cas la plupart. Nous savons que parmi les proxys, il y a les Houthis au Yémen. Il y a une cinquantaine, en tout cas avant le 7 octobre, donc on devait cartographier avant le 7 octobre, il y a les Houthis au Yémen, il y a une cinquantaine de milices chiites en Irak, il y avait une quinzaine de milices chiites en Syrie, il y a le Hezbollah au Liban et évidemment le djihad islamique qui est sunnite mais qui est allié du régime iranien depuis le début des années 80 au moment de sa création, et le Hamas qui au lendemain du printemps arabe s'est donné ou s'est livré complètement je dirais au régime iranien pour plusieurs raisons. D'abord en raison de la réorientation
de la politique, notamment saoudienne, émirati, etc., à l'égard des frères musulmans, et égyptienne aussi, qui ont mené une véritable guerre contre les frères musulmans, à juste titre, et donc ils se sont retournés vers complètement. Ils faisaient partie de leur soutien, et là, à partir de 2013-2014, ils sont devenus les principaux tuteurs du Hamas. Je parle du régime iranien. Avec un degré moindre, la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Donc, et naturellement le Qatar. Le régime iranien est devenu le véritable tuteur sur le plan politique et militaire à travers les gardiens de la révolution du Hamas. À l'origine, nous savons que le 7 octobre était, aujourd'hui nous le savons, parce que les services de renseignement ont documenté cet élément, que le 7 octobre était initialement un projet du Hezbollah, évidemment conçu avec les gardiens de la révolution. Mais que Yahya Sinwar, l'ancien chef du Hamas à Gaza, peut-être que trop pressé, peut-être que, je dirais, plus impulsif et moins stratège, a préféré passer à l'action, pensant qu'il y aurait un effet domino, c'est-à-dire des attaques qui allaient s'enchaîner de la part du Hezbollah et de l'ensemble de ce qui est appelé communément l'arc chiite et ce que les Iraniens et leurs alliés appellent l'axe de la résistance. Bon, fort heureusement, cette coordination n'a pas eu lieu et que cette attaque monstrueuse du 7 octobre a été en définitive le seul fait du Hamas. Donc l'action que devaient impérativement mener les Israéliens, et je l'ai annoncé avant même que les choses ne se précisent, dès la publication du livre sur le Hamas, j'avais dit qu'il fallait absolument déconstruire complètement, démanteler l'arc chiite. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'après le Hamas et le djihad islamique, il fallait attaquer le Hezbollah, le fragiliser, participer à donner une nouvelle impulsion, une nouvelle dynamique au champ politique libanais pour que des gens, je dirais, plus portés sur la défense des intérêts des Libanais, non pas des intérêts des mollahs iraniens, puissent prendre le pouvoir, c'est ce qui est fait depuis la fin de l'année 2024. Et évidemment, la chute du régime de Bachar al-Assad a participé à ce démantèlement de l'arc chiite. L'action politique là, qui a été menée par les Américains auprès du pouvoir irakien a permis d'une certaine façon de neutraliser politiquement les organisations milices chiites irakiennes. Et aujourd'hui, cela se termine depuis le mois de juin avec évidemment les frappes très fortes qui ont été lancées contre le régime iranien, ses installations nucléaires et évidemment certaines de ses installations militaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le régime iranien est affaibli considérablement. Mais pour combien de temps? C'est-à-dire qu'on est, si je peux dater cet entretien, nous sommes le 22 juillet, me semble-t-il, dans 3 jours. Le 25 juillet s'ouvrira à Istanbul des négociations entre ce qui est appelé communément le groupe des trois, c'est-à-dire la diplomatie de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne, face aux représentants du régime iranien pour voir quelles sont évidemment les perspectives afin de d'abord arriver à contrôler les ardeurs du régime iranien par rapport au programme nucléaire, parce que ça c'est une question essentielle, et voir à partir de là, donc cet été 2025 sera important, puisque en octobre prochain il y aura une date butoir, c'est que juridiquement le régime iranien ne sera plus tenu à ses engagements internationaux. Il y a une clause qui va tomber, je crois, le 18 octobre 2025. En cas de non-accord, le régime iranien sortira évidemment de l'AIEA, mais qui plus est, ne sera plus tenu par aucun engagement et pourra reprendre ses recherches ou en tout cas son programme nucléaire militaire, ce qui va engendrer incontestablement une reprise de la guerre à terme, une guerre israélienne lancée par Israël et probablement une guerre lancée aussi par les États-Unis, avec les ripostes éventuelles. Donc la situation n'est pas du tout figée. Et c'est pour ça que, avec évidemment les conséquences qu'il y aura incontestablement sur nos sociétés en Europe.
C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre tous ces sujets à la légère. D'abord, première erreur, ne pas croire que nous sommes face à un conflit lointain qui ne nous concerne pas. C'est un conflit qui nous concerne directement. Et deux, il ne faut pas penser que parce qu'il y a eu des victoires militaires ponctuelles à travers des opérations qui ont été menées, certes brillamment et de façon assez précise, que cela suffira. Parce que ce qu'il faudra maintenant accomplir, c'est toute l'action politique pour arriver à créer au niveau de la communauté internationale un consensus sur la compréhension de la dangerosité du régime iranien et évidemment attendre peut-être, parce que ça c'est aussi la question, ce qui incombe aux Iraniens eux-mêmes, s'ils ont envie de changer de régime et comment vont-ils procéder pour le faire? Parce que le régime iranien est un régime qui fait système, il est profondément ancré au sein, je dirais, de la société iranienne. Ça sera très difficile de le balayer. En tout cas, merci beaucoup. On va prendre congé là maintenant puisque vous avez un train à prendre. Je vois aussi qu'il y a 4 de vos gardes du corps qui nous attendent dehors. Aristote avait coutume de dire que la plus haute valeur politique était le courage. Donc merci pour cet entretien, merci pour cet engagement et merci pour votre courage. Merci à vous.